Le samedi 4 octobre 2014, la ville de Nantes était en ébullition. L'Union des nouvelles générations UNG, dans sa volonté de continuer à prendre racine au sein de la diaspora ivoirienne, notamment en France, l'UNG France a investi sa section de la loi Atlantique. La salle de la gare de l'État de Nantes a refusé du monde. Les Nantais et les différentes communautés africaines de la ville ont adressé des messages de soutien et d'encouragement à la nouvelle promue, Madame Bou. Après la présentation de l'UNG, la caution du secrétariat général du parti, Freddy Nguessan a investi Madame Bou, déléguée départementale de la loi Atlantique. À leur suite, le président Kipré, en exil depuis près de 4 ans, a saisi cette occasion pour se prononcer sur un certain nombre de sujets de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire dans un style propre à lui. La vérité, rien que la vérité. Il a dépeint la situation sociopolitique de son pays qui prévaut depuis la crise post-électorale. Pour lui, le combat qu'il mène aux côtés de Laurent Gbagbo est un combat pour le réveil des consciences ivoiriennes et africaines. Pour une Côte d'Ivoire nouvelle, une Afrique nouvelle. Que les relations entre la France et ses ex-colonies soient d'égal à égal et non des relations d'inféodation. On écoute le président Stéphane Kipré. Je voudrais saluer quelqu'un que je connais, M. Jean-Paul Ngassa, pour ce combat qu'il engage à côté d'une Afrique digne, d'une Afrique nouvelle. Et je pense que nous avons commencé beaucoup de choses ensemble et nous devons continuer toutes ces choses. Je voudrais aussi saluer M. Christian Makeidi, je pense que je n'ai pas écorché le nom, l'Association des Centrafricains. Je voudrais le saluer pour tout le travail aussi qu'il a bas aux côtés de la camarade. Je voudrais saluer toutes les associations d'Ivoiriens, l'association Afina, je voudrais saluer l'association des BT, je voudrais saluer l'association des Atiers, je voudrais saluer l'association des femmes ivoiriennes, je voudrais saluer l'association des Ouai et je voudrais saluer l'association des femmes lagunaires. Je voudrais saluer tous les différents invités, saluer particulièrement un serviteur de Dieu qui accompagne la camarade Nathalie spirituellement, qui est important. Je voudrais saluer l'évêque Denis pour sa présence. Je voudrais saluer aussi un ami qui est venu m'accompagner, qui est de l'Afrique centrale, qui est de Brazzaville, qui est venu m'accompagner. Je voudrais saluer mon ami Hakim Adibi pour tout son soutien. Et saluer la délégation France, le délégué France pour le travail qu'il a commencé aux côtés de la camarade et saluer toutes ces différents camarades, toutes les délégations ici présentes. Je vous remercie. Je voudrais, chers amis, dire que la première chose qui m'a, je dirais pas choqué, mais qui est représentatif dans cette cérémonie, c'est l'intégration. Quand je venais, j'avais préparé à discuter avec la communauté ivoirienne. Certes, la communauté est présente, mais je vois une intégration de cette communauté-là. Vous savez, quand on est représentant d'un pays, quand on est ressortissant d'un pays dans un autre pays, le plus important, ce n'est pas de se retrouver entre nous à chaque fois en train de manger la tiki, la loco, parce que quand nous avons nos problèmes, on ne saura pas expliquer ce qui se passe. Le plus important, c'est de s'intégrer dans la communauté où on se retrouve
pour que demain, quand nous avons nos problèmes, on puisse aller vers eux pour les saluer, pour aller vers eux, pour leur donner notre vision des choses. Et je pense qu'à Nantes, vous êtes intégrés. Je voudrais te saluer, Nathalie, pour ça. Et te dire de continuer. Parce que quand on crée une section d'un parti politique, c'est certes pour les Ivoiriens, c'est certes pour étendre les idéaux du parti, mais considère-toi comme l'ambassadeur de l'Union des nouvelles générations dans ton département. Considère-toi comme le porte-voix des idéaux que nous portons. Considère-toi comme celle qui va défendre les positions que nous avons. Et pour ça, ces différentes positions-là, aujourd'hui, je vais me permettre d'expliquer un peu pourquoi est-ce que nous sommes dans, je dirais, dans un combat politique à l'UNG. La politique, c'est d'abord la conviction. Quand tu viens en politique, c'est parce que tu es convaincu. Quand tu viens en politique, c'est parce que tu as cru en une vision. C'est ça, d'abord, la politique. Mais parce que quand tu n'as pas compris pourquoi est-ce que tu viens en politique, tu ne comprendras pas pourquoi est-ce qu'il faut suivre une ligne politique. Quand tu n'as pas compris pourquoi est-ce que tu fais de la politique et pour qui est-ce que tu fais de la politique, tu ne comprendras pas pourquoi est-ce qu'il faut se mettre au service d'un combat politique. Aujourd'hui, à l'UNG, dont tu es le délégué de section, nous sommes dans un combat politique. Et dans quel combat nous sommes, chers amis? Nous sommes dans un combat de réveil de conscience en tant que génération nouvelle ivoirienne, mais en tant que génération nouvelle africaine. Ici, à Nantes, je suis content d'être ici parce que Nantes et l'Afrique ont une histoire commune. Nantes est un point très important dans l'histoire africaine. Ici à Nantes, il y a eu le commerce triangulaire. Ici à Nantes, il y a eu, je dirais, la vente de beaucoup de nos bras vaillants pour le développement de l'Occident. Je ne reviendrai pas sur ma vision des choses, sur l'esclavage, c'est eu lieu. On ne va pas continuer à pleurer tout le temps. Mais quand on se retrouve dans un territoire où il y a eu le combat, je dirais, il y a eu la vente de nos ressortissants, il est important de faire le point entre l'Afrique d'hier et l'Afrique d'aujourd'hui. Et comment est-ce que nous voyons l'Afrique de demain? Après la période des esclavages, il y a eu la période des colonisations. L'Afrique a été colonisée. Nous avons eu la colonisation. Nous avons eu, je dirais, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, des Français qui nous ont appris un certain nombre de choses. À partir des années 60, la Côte d'Ivoire, comme plusieurs pays de l'Afrique, ont censé obtenir l'indépendance. C'est là mon problème. Quand je suis à Nantes, en 2014, et que je parle de l'Afrique, la question qui me vient en tête, c'est de savoir est-ce que l'Afrique est véritablement indépendante. Quand je suis à Nantes, en 2014, et que je regarde la situation que mon pays, la Côte d'Ivoire, a connue, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que si la Côte d'Ivoire avait été indépendante, on aurait connu un bombardement d'un palais présidentiel, de bureau d'un président élu par une force extérieure? Donc, Nantes me permet de revenir et de poser la question, est-ce que nous sommes véritablement indépendants? Ma présence à Nantes me permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans mon pays. Ma présence à Nantes me permet de comprendre quelle a été l'implication des forces extérieures dans ce qui s'est passé dans mon pays. Un pays où il y a eu une élection présidentielle, il y a eu des contestations. La contestation est permise par tout le monde. Mais quelle est la résolution de la contestation? Tout le monde peut se plaindre. Tout le monde peut ne pas être d'accord. Mais est-ce que, parce qu'on n'est pas d'accord, on doit prendre parti et bombarder l'autre? C'est ça la question. Et l'histoire est tellement belle que nous n'avons pas été les seuls à contester des élections. Même la première puissance mondiale, aux États-Unis, a contesté des élections entre Bush et Al Gore. Il y a eu la guerre aux États-Unis. En Haïti, il y a eu la contestation des élections. Il y a eu des bombardements. Il y a un parti politique, même ici en France, qui
à contester des élections de présidence. Mais est-ce que l'un des candidats s'est retrouvé en prison? Ils ont tranché. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas tranché? Parce que nous n'avons pas encore coupé le cordon ombilical entre la colonie et le colonisateur. C'est ça. Voilà pourquoi ils n'ont pas tranché. Je suis d'accord pour une Afrique nouvelle. Je suis d'accord pour une relation entre le colonisateur et le pays colonisé, mais je ne suis pas d'accord pour une inféodation entre l'ancienne colonie et le colon. Nous ne pouvons pas. Il est important d'avoir une relation gagnante-gagnante entre nos territoires africains, entre nos pays africains, entre la Côte d'Ivoire et la France. Et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire me permet de comprendre que il y a certains leaders africains, si je peux les appeler ainsi, qui pensent que s'inféoder, donner tout économiquement à, je dirais, à l'ancienne colonie, est une manière de pouvoir préserver le pouvoir. Mais les leaders politiques ou les chefs d'État de la trempe de Ouattara sont des dangers pour l'Afrique. Sont des dangers pour l'Afrique de demain. Pour moi, Ouattara est un danger pour l'Occident. Parce que quand tu ne sais pas que, en donnant tout, en ne tenant pas compte de la vie de ton peuple, en bradant le pays, quand tu ne sais pas que cela peut créer des révoltes, mais face à celui qui prend, c'est comme ça que les révoltes et les révolutions se préparent dans les pays. Quand tu vois que nous sommes tous partis à l'école, nous avons tous nos entreprises, nous avons tous, je dirais, appris quelque chose, mais parce que l'autre est de l'Occident et que toi tu n'es pas, on prend, on lui donne, tu commences à créer. Les révolutions partent des frustrations. Et si l'Occident, si la France ne veut pas perdre toutes ces anciennes colonies, vaut mieux commencer à penser à pouvoir garder des relations gagnantes-gagnantes que d'avoir des relations d'inféodation. Ouattara est un danger pour l'Occident. La manière dont Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire, c'est un danger pour l'Occident. Ce n'est pas bien pour l'Occident de continuer à prendre. À un moment donné, quand tu prends trop, celui chez qui tu prends s'arrête pour dire je ne donne plus, fais ce que tu veux. Et c'est à ça que nous allons arriver très bientôt. Voilà pourquoi je voudrais vous demander, vous qui êtes ici, je voudrais vous demander dans votre intégration, vous devez leur expliquer pourquoi nous voulons une Afrique nouvelle. Je voudrais vous demander, dans votre intégration, leur expliquer que l'Ivoirien nouveau, l'Africain nouveau n'est pas contre le Français, n'est pas contre le Blanc. Vous devez leur expliquer que l'Ivoirien de la nouvelle génération, l'Africain de la nouvelle génération, n'est pas contre d'avoir une relation avec la France, avec la Belgique pour le Congo, avec la Centrafrique, avec la France pour la Centrafrique. Mais nous voulons que nous revoyions ensemble nos relations. Nous revoyons ensemble. Parce que tout à l'heure, dans la présentation du bureau, j'ai vu des couples mixtes, j'ai vu des métis, j'ai vu des Ivoiriens qui sont nés ici, qui ne connaissent pas Guézabo, qui ne connaissent pas Dalois, qui sont nés ici, qui sont français, mais d'origine ivoirienne, d'origine africaine. Si vous ne voulez pas qu'on puisse perdre l'identité d'un certain nombre de personnes, nous devons revoir pour que ces personnes se sentent chez elles en France, mais se sentent aussi chez elles en Côte d'Ivoire, en Afrique, au Congo. C'est ça, ce que nous voulons bâtir. Ce sont ces genres de leaders que nous voulons pour demain. Donc, dire que nous cherchons la véritable indépendance de nos pays, ce n'est pas insulter l'Occident. Dire que nous voulons profiter des richesses de nos pays, ce n'est pas insulter l'Occident. Dire qu'on n'a pas besoin de créer la guerre dans un pays pour pouvoir bénéficier des richesses de ce pays, ce n'est pas insulter l'Occident. Dire que l'Afrique en a marre d'avoir la guerre parce que la guerre est certes une période importante, parce que la guerre permet de créer de nouvelles identités, mais on ne peut pas continuer à créer de la guerre juste pour de la richesse. Dire que la Centrafrique est fatiguée d'être en guerre. Dire que le Congo est fatigué d'être en guerre. Dire que la Côte d'Ivoire est fatiguée d'être en guerre. Nous devons nous asseoir et dessiner ensemble quelle nouvelle Côte d'Ivoire nous voulons. Nous devons nous asseoir et dessiner ensemble quelle nouvelle Centrafrique nous voulons. Nous devons nous asseoir et dessiner ensemble
Quelle nouvelle Afrique nous voulons? C'est ça le rôle des nouvelles générations. Nous connaissons tous la France. Nous sommes allés tous dans les mêmes écoles. Donc malheureusement, quand il y avait le temps de l'esclavage, avec un miroir, on pouvait vendre nos villages, mais aujourd'hui, nous en faut beaucoup. Parce que nous connaissons les mêmes écoles. Nous fréquentons les mêmes écoles. Donc on ne peut pas continuer de régler nos crises comme on réglait les crises lors du commerce triangulaire. On ne peut pas continuer de décider de voter des résolutions à New York et venir les imposer comme résolution de nos crises. Les crises africaines, les résolutions des crises africaines doivent partir de l'Afrique. Les résolutions de nos crises doivent partir de chez nous. Celui qui veut régler la crise centrafricaine, qu'il fasse asseoir les centrafricains. Mais on ne réglera pas la crise centrafricaine, on ne réglera pas la crise congolaise, on ne réglera pas la crise ivoirienne étant assis au Quai d'Orsay. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et ça, c'est notre rôle. Personne ne se battra pour nous. Personne ne se battra pour nous. Personne ne se battra pour l'Afrique de demain. Personne ne se battra pour la Côte d'Ivoire de demain. Ce sont nous les Ivoiriens, ce sont nous les Africains qui devons accepter de porter notre croix pour pouvoir mener ce combat-là. Parce que personne ne le fera pour nous. Le combat que tu refuses de porter, personne ne le portera pour nous. Et décider pour nous, sans nous, c'est décider contre nous. Nous devons décider ensemble de l'avenir de nos continents, de l'avenir de nos différents pays. Voilà ce que je voulais dire, chers amis, aux différents Africains ici présents. Voilà ce que je voulais dire aux Congolais, aux Centrafricains ici présents, d'être venus soutenir Nathalie. Parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est la même chose. La colonisation nous a gagné comment? Lorsque on était en train de coloniser la Côte d'Ivoire, les autres regardaient et riaient. Mais après la Côte d'Ivoire, d'autres ont été. Quand la Côte d'Ivoire a connu sa crise, les autres regardaient et riaient. Nous devons nous prendre le passé et nous inspirer du passé. Et savoir que ce qui a eu en Côte d'Ivoire peut avoir chez les autres. Ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique se passera chez les autres. Donc, que les Camerounais, que les Togolais, que les Béninois, que les Congolais puissent savoir que nous sommes dans une période bientôt d'élection. De 2015 à 2016, l'Afrique francophone rentre dans une période électorale. Les contestations arrivent. Commençons à chercher à régler les crises de façon pré-électorale avant de penser à régler les crises de façon post-électorale. C'est le message que j'ai pour l'Afrique, à choisir. Mais, hélas, d'autres personnes ont choisi autre chose. Mais nous sommes en exil pour pouvoir continuer ce combat-là. Parce que nous pensons que nous sommes dans la vérité. Mais, vous voyez, depuis un certain temps, quand tu parles de la Côte d'Ivoire, tout le monde parle de la réconciliation. Oui, nous voulons nous réconcilier. Mais comment une réconciliation se passe? Tu te réconcilies quand tu es prêt à y aller. Mais très souvent, la réconciliation n'est pas faite par le bourreau. C'est la victime qui accepte de pardonner et qui tend la main au bourreau. L'histoire nous l'a enseigné en Afrique du Sud. C'est l'ANC qui a pardonné aux africaneuses. C'est Mandela qui a accepté de pardonner pour aller à la réconciliation. Mais depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, 1993, à la mort d'Houphouët-Boigny, on a eu la première tentative de coup d'État. Après, en 1999, nous avons eu un coup d'État. En 2000, tentative de coup d'État. En 2002, tentative de coup d'État qui s'est transformée en rébellion armée. Après cela, en 2010, après les élections, contestation, bombardement. Mais toutes ces crises ont une personne en commun. Des victimes différentes, mais une personne en commun. En 1993, la première tentative, c'est Ouattara qui l'a faite. En 1999, le coup d'État qui a fait tomber Konan Bédié, c'est Ouattara qui était à la base. En 2000, la tentative. En 2002, la rébellion. Mais aujourd'hui, quand tu as fini de déstabiliser, tu ne peux pas être le réconciliateur parce que tu es le bourreau. Le bourreau ne peut pas réconcilier. Celui qui a passé son temps à déstabiliser ne peut pas aujourd'hui rechercher la paix. Celui qui a passé son temps à créer des victimes ne peut pas aujourd'hui être celui qui veut. Mais même quand tu veux réconcilier,
On ne réconcilie pas par la force. On ne réconcilie pas en gardant 500 personnes en prison. On ne réconcilie pas en ayant plus de 3000 personnes exilées politiques. On ne peut pas réconcilier pendant que les maisons, les plantations sont occupées. Donc la réconciliation ne se fait pas par le bourreau, la réconciliation se fait par les victimes. Que toutes les victimes se mettent ensemble. Que ceux qui sont en prison sortent de prison. Que les exilés rentrent en Côte d'Ivoire. C'est seulement comme ça qu'on pourra réconcilier les Ivoiriens. Sortons des slogans de réconciliation. Sortons de faire les clips de réconciliation. La réconciliation ne sera pas d'actualité en Côte d'Ivoire. Parce que la première des victimes, qui s'appelle Gbagbo Laurent, il a la CPI. C'est ça. Pourquoi vous voulez? Et je le dis, moi personnellement, je n'ai rien à voir. J'ai eu un choix politique et j'assume mon choix politique. Mais est-ce que vous pensez que je peux être convaincu d'aller réconcilier, d'aller accepter la réconciliation pendant que des gens comme moi qui ont fait la même chose se trouvent encore en prison? Est-ce que nous sommes véritablement prêts à accepter la réconciliation? Arrêtons d'utiliser la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire comme slogan. Arrêtons d'utiliser la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire comme, je dirais, élément de commercialisation. La réconciliation, c'est d'abord le pardon. La réconciliation, c'est d'abord l'acceptation. Mais qui pardonne qui? Comment peut-on pardonner? Comment quelqu'un qui se retrouve en prison peut-il pardonner? Comment quelqu'un qui a ses plantations occupées par des gens qui sont venus du jour au lendemain être producteurs de cacao alors qu'il n'y a pas un seul pied de cacao dans leur pays, comment pouvons-nous pardonner? Comment les Ouais peuvent pardonner les différents massacres qu'il y a eu dans leur pays pendant qu'on continue de les massacrer, on leur demande de réconcilier? On ne pourra pas nous réconcilier en nous bandant les mains. On ne pourra pas nous réconcilier à la calache. La réconciliation par la calache ne passera pas en Côte d'Ivoire. On ne peut pas obliger que on peut obliger un peuple à applaudir. On peut obliger un peuple à se mettre dehors et chanter, mais on ne peut jamais obliger quelqu'un à sourire. C'est ça la difficulté. Le peuple applaudit, le peuple applaudit, le peuple applaudit. Mais est-ce que le cœur du peuple est satisfait? Est-ce que le cœur du peuple est d'accord avec ce qui se passe? Et un cœur qui pleure, un jour, le cœur arrête de pleurer et le cœur décide. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le cœur des Ivoiriens pleure, le cœur des Ivoiriens pleure. Lorsque le cœur arrêtera de pleurer, ce qui arrive n'est pas bon. Ils ont pris n'est pas bon. On ne gouverne pas un peuple contre un autre. C'est pas bon. C'est ça le but de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que pendant que d'autres personnes sont en train d'aborder des sujets tels que les élections, quand on dit que les élections ne nous intéressent pas, tu ne crées pas un parti politique que nous voulons aller aux élections, chers amis. Regardez aujourd'hui, il y a ceux que nous avons oubliés. Mais qui fait la guerre? Ce sont les militaires. Ce sont les militaires qui font la guerre. Mais le militaire défend sa patrie comment? Le militaire défend sa patrie lorsque le politique prend des décisions et le militaire agit. Mais aujourd'hui, la crise que nous voyons, nous cherchons des solutions politiques. Mais qui pense à tous ces militaires qui sont en prison? Qui pense à toutes ces familles de militaires qui ont perdu la seule chose qu'ils ont fait? Parce que les militaires ne font pas de politique, le ministère exécute des ordres. Les militaires qui ont défendu la constitution de notre pays, qui pense à eux? Ouattara a récompensé les militaires qui ont trahi. Il a récompensé Mangou, il est ambassadeur. Il a récompensé Kassarate, il a été ambassadeur. Mais les militaires qui nous sommes restés fidèles, avons-nous le droit de les oublier dans les prisons et penser à un sujet qui n'est pas le leur? Qui pense à Doboblé? Qui pense à Abei? Qui pense à Seka? Qui pense à tous ces soldats qui sont à la Maka, qui sont en train de pleurer? Avons-nous le droit de marcher sur leur corps et parler d'élections? Avons-nous le droit d'oublier tous ceux qui sont encore en prison en Côte d'Ivoire et parler des élections? Ils ont fait la même chose que nous. Si ceux qui étaient en prison hier, ceux qui étaient en exil hier, si pendant qu'ils étaient en prison, on parlait des élections, est-ce qu'ils allaient être contents? Non, pourquoi autour des autres, on parle des élections? Les élections, ce n'est pas d'actualité. Les élections ne doivent pas être d'actualité. Les conditions ne sont pas réunies pour être aux élections. Celui qui pense qu'il est prêt à aller aux élections, si le pouvoir Ouattara pense qu'ils sont prêts à aller aux élections, qui crée les conditions pour qu'on puisse aller aux élections? Quand tu es prêt, quand tu es sûr, parce que les élections, c'est la loi du plus grand nombre. Celui qui gagne, la démocratie, c'est ça.
la loi du nombre. Donc quand tu es sûr de gagner une élection, tu ne cours pas derrière une candidature unique. Quand tu es sûr que tu es majoritaire, tu ne dis pas, je vais être le seul candidat. Quand tu es sûr que tu peux gagner les élections, tu ne cours pas derrière tu ne bloques pas l'opposition. Si tu penses que tu es majoritaire, crée les conditions, que tout le monde soit candidat, on verra qui est majoritaire dans le peuple. Quand tu penses que tu peux gagner une élection, mais pense d'abord à ton bilan. Une élection, c'est d'abord ça. Un bilan, une campagne et un projet futur. C'est quoi le bilan qu'on propose aux Ivoiriens? Tout à l'heure, je discutais avec des amis, mais qui m'ont montré une image. Mais en même temps que j'ai été surpris, mais en même temps que j'ai compris que c'est véritablement ça la Côte d'Ivoire. Elle me disait, président, tu sais, aujourd'hui, le signe en commun, quand à tous les Ivoiriens, c'est la main comme ça, comme s'ils sont au téléphone, alors que c'est la main de la souffrance. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre. C'est ça, le bilan. On nous a promis des universités. On dit qu'en 5 ans, on va sortir 5 nouvelles universités. Nous sommes à 1 an de ces fameuses élections. Combien d'universités sont sorties en Côte d'Ivoire? On nous a promis des milliards par département. Mon cabinet m'a sorti les chiffres. À Dalo, on a promis 220 milliards d'investissements. À Odjene, 78 milliards d'investissements. À Zopé, ils ont promis en tout 7 860 milliards d'investissements. Combien de milliards ont été investis en Côte d'Ivoire? Quel bilan ont-ils à défendre? Mais en fait, en réalité, ils n'ont pas de bilan à défendre parce qu'ils ne connaissent qu'une seule chose, accéder au pouvoir par la force. Quand tu as seulement la force en commun, tu ne peux pas défendre le bilan. Quand tu as eu le pouvoir par la force, tu ne cherches pas à avoir un bilan positif. Parce que ce n'est pas ce que tu as fait qui t'a donné le pouvoir. Voilà pourquoi ils s'en foutent du bilan. Voilà pourquoi ils sont fiers d'aller inaugurer tout ce qui est projet qui a été engagé. C'est vrai que l'administration, c'est la continuité. Mais le pont, le 3e pont, nous sommes contents. D'où vient le projet du 3e pont? L'autoroute, ils sont contents. D'où vient le projet de l'autoroute? Nous avons accepté la continuité. Mais quel est le bilan qu'ils défendront? Quel est le bilan qu'ils défendront? Donc même si nous voulons aller à ces élections, ils n'ont pas de bilan à défendre. Mais comme ils ne veulent pas créer les conditions d'aller à une élection, voilà pourquoi ils veulent nous tromper. Mes chers amis, chers Ivoiriens, nous devons tous ouvrir les yeux. Il ne peut pas avoir une élection avec quelqu'un qui a une seule pensée unique. Comment veut-il être démocrate lorsqu'il est le seul, il est l'unique démocrate au monde à avoir une assemblée nationale avec particolore, avec seulement ses partisans? On veut une candidature unique, mais il est le seul démocrate à être unique dans le fait d'avoir des prisonniers politiques. C'est ça. Quel genre d'unique il est? Il est un unique négatif, pas un unique positif. Alors que la Côte d'Ivoire a besoin d'être positif. Et c'est à ça que nous partons. Et voilà pourquoi nous, tous ceux qu'on appelle la galaxie pro-Gbagbo, je suis contre les divisions internes. Le FPI n'est pas l'adversaire de l'UNG. Nous avons un adversaire commun. Donc je suis contre les divisions internes. Mais en même temps que je suis contre les divisions internes, je suis contre ceux qui pensent mettre en avant leurs priorités, mettre en avant leurs ambitions. Chacun a ses ambitions. J'ai mes ambitions. Mais nous ne devons pas mettre nos ambitions en priorité et laisser mourir notre peuple. Dans quel intérêt? Comment est-ce que nous allons avancer? Allons-y doucement. Je suis contre ceux qui attaquent dans le même camp, un contre une autre. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons être unis. Mais unis autour de quoi? Unis autour d'une personne. Unis autour d'un idéal. Unis autour d'une vision. Et la personne, c'est Gbagbo Laurent qui incarne le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est ce combat. C'est le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Si nous acceptons de nous appeler, pas pro-Kipré, mais pro-Gbagbo, ça veut dire que nous sommes unis autour de cette personne. C'est le vecteur indispensable. C'est lui, l'élément central de notre combat. Peut-être que demain, ça sera quelqu'un d'autre, mais pour le moment, c'est lui. Donc nous devons rester unis. Nous ne devons pas accepter de l'abandonner pendant que nous sommes ceux qui l'avons mandaté d'aller à ces élections présidentielles. Nous nous sommes mis ensemble pour dire que tu es notre candidat. Mais aujourd'hui, où il y a le piment, pourquoi nous voulons l'abandonner? Nous avons partagé le sucre ensemble, acceptons de partager le piment ensemble. C'est comme ça que d'autres personnes seront fidèles. C'est ça. Les ambitions personnelles ne sont pas bonnes.
nous devons rester unis. Le peuple de Côte d'Ivoire accompagne, écoute, parce que le peuple de Côte d'Ivoire sait le combat dans lequel nous nous sommes lancés. Et c'est pour cela que je voudrais appeler toute la grande famille, soyons unis. Je voudrais appeler les militants du FPI, je voudrais appeler la direction actuelle du FPI, appeler les militants de l'UNG, la direction actuelle de l'UNG, pour dire que c'est dans l'union, certes, mais l'union avec une seule vision, l'union avec Gbagbo Laurent étant le socle. C'est comme ça que nous allons gagner ce combat-là. L'union en ayant un seul message, le message du retour de la démocratie dans notre pays, le message du retour de l'indépendance vraie dans notre pays. Et si nous sommes unis autour de ce message, autour de Gbagbo Laurent, il est clair que ce combat aboutira. Il fera jour. Il fera jour sur notre Côte d'Ivoire. Quelle que soit la longueur de la nuit, les serviteurs de Dieu sont ici peut-être, le jour finit par se lever. Donc, quelle que soit la durée d'un combat politique, il finit par aboutir. Et il aboutira le nôtre. Voilà. Voilà le message que je voudrais vous apporter. Et vous dire que nous devons rester ensemble pour que la Côte d'Ivoire de demain puisse se lever, pour que l'Afrique de demain puisse se lever. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Et que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. C'est Dieu qui est fort. Je vous remercie. Terminons notre reportage avec ces notes de gaieté.